Bonjour à tous. Je remercie déjà M. Schwering de nous donner, en tant que psychologue clinicien à l'hôpital, l'occasion de pouvoir partager des moments comme ça avec nos collègues. Donc, je suis Sabrina Benem-Kasser, psychologue clinicienne au service des Grands Brûlés à l'hôpital Saint-Louis. Alors, dans les services hospitaliers, au sein desquels la vie flirte régulièrement avec la mort, le corps des patients est si abîmé qu'il engendre des effets de défiguration. Certes pour les patients, mais aussi pour le clinicien, faisant perdre à la rencontre clinique subitement ses contours ordinaires. Ce sur quoi elle repose d'habitude, un visage, un regard, une voix, animés de mots, d'échanges et de désirs, se trouve hors jeu et remet en question l'efficacité et la possibilité même d'avoir recours à nos principaux outils de travail. Notre capacité à penser, élaborer, secondariser, interpréter vient cruellement à manquer. Les processus de pensée tombent brusquement en panne. Aussi, nous pouvons nous sentir nous-mêmes comme défigurés parce que dépourvus de ce qui est constitutif de la relation clinique. Pire encore, être privés de nos outils idéaux face aux équipes de soignants nous expose doublement. Là où ils peuvent, eux, appuyer leurs soins sur des gestes et un savoir-faire, nous voilà menacés en perdant notre savoir-faire, de perdre notre savoir-être, de laisser éclater notre inutilité, d'être suspectés d'imposture et donc de perdre notre identité professionnelle. Par quel chemin alors retrouver notre visage de clinicien dans ces services ? Par où recommencerait-il à nos yeux et aux yeux des soignants avec lesquels nous collaborons dans ce lieu si particulier qu'est l'hôpital, lieu de soins du corps. Le travail clinique n'y est-il repérable et opérant que sous la forme et les contours que nous lui connaissons habituellement ? La vignette clinique que nous voulons vous présenter proposera la piste de l'écoute des éprouvés sensoriels du clinicien, en écho à ceux qui traversent le patient, comme levier de la relation clinique dans ces situations extrêmes où le langage avec les mots n'est pas toujours ou pas encore possible. Dans la théorie analytique, pourtant, la sensorialité est traditionnellement opposée au royaume plus élevé de l'intellectualité. Proche de la pensée cartésienne, cette thèse défend qu'il y aurait d'un côté donc ce royaume de l'intellectualité et de l'autre l'activité psychique dite subalterne, tout ce qui relève des perceptions, des éprouvés sensoriels. De manière sous-jacente, cette thèse ne vient-elle pas amener la question de l'impossibilité d'accorder du sens au sensoriel pour qui se dit dans l'élaboration psychique et surtout conceptuelle ? Nous ferons le pari du contraire en montrant qu'elle constitue le fil rouge d'un potentiel organisateur psychique pour le clinicien lui-même et par conséquent pour sa prise en charge du patient dans la mise en pensée de ce qu'ils traversent l'un et l'autre, chacun de leur place. Cette présentation, je voulais le préciser parce que c'est vraiment comme ça qu'a été pensé ce colloque, est le fruit d'un travail collaboratif d'un bout à l'autre. Les observations cliniques de Sabrina ont été partagées, discutées, certes d'un point de vue théorique, par le biais de plusieurs échanges entre nous depuis juin dernier. Mais cette collaboration ne s'inscrit pas dans un travail de supervision, mais plutôt dans une co-construction où les positionnements du supposé chercheur et du supposé clinicien ont sans cesse été franchis. Nous souhaitions donc vous présenter le fruit de ces échanges en conservant leur chronologie et leur interactivité. En prenant mes marques dans les couloirs du service des Grands Brûlés, c'est bien à ma propre béance, ma propre défiguration de mon identité de clinicienne que j'ai été confrontée. Celle-ci a été provoquée par la violence des éprouvés sensoriels, tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Ma vue est assaillie de regards terrorisés, de corps brûlés, tantôt à vif, tantôt bandés, ainsi que de gestes chirurgicaux parfois extrêmes. En effet, dans le service, les box sont entièrement vitrées, imposées à qui y travaille une vue directe sur la chambre du patient, qui se transforme en bloc opératoire le temps des interventions, puisque les patients ne sont ni mobilisables ni transportables. Parlons de l'ouïe. Je suis submergée par des vagues de sonnettes impulsées par tout l'appareillage médical maintenant en vie le patient.
vacarme d'autant plus assourdissant que celui-ci demeure le plus souvent silencieux, puisqu'endormi ou intubé. Enfin, et surtout, mon odorat ne peut échapper aux puissantes effluves de ces victimes des flammes. Une odeur carbonisée, mais là une certaine puanteur s'impose dans tout le service et m'envahit de façon tenace. Rien ne m'y permet de m'y soustraire. Pire, elle a constitué dans les premiers temps pour moi une réelle barrière, m'empêchant d'aller voir le patient, avec toute la culpabilité que cela soulèverait par ailleurs. À noter qu'aujourd'hui, cette odeur ne constitue plus une barrière. On peut se demander ce qui s'est passé entre-temps. Par ailleurs, la première rencontre de tout soignant avec le patient dans ce service se fait souvent en staff, lors de son admission au travers de photographies, et c'est vraiment la coutume dans ce service. Donc de photographies présentant les brûlures dont est atteint le patient. Il y est avant tout montré dans une identité qui se réduit à une enveloppe corporelle écorchée, trouée. C'est un être à vif. Cette même enveloppe est précisément l'objet de tous les soins de la part des soignants au regard de l'urgence de la prise en charge chirurgicale. Le cas de Madame M paraît paradigmatique de notre questionnement autour de la prise en charge psychologique des patients gravement brûlés, avec le fil rouge du sensoriel qu'on va vous proposer. Madame M a 62 ans. Elle a été brûlée à 39% de sa surface corporelle, dont la moitié de brûlures profondes, après la survenue d'un incendie dans son immeuble. Elle est prise en charge directement au centre des Grands Brûlés dans un état critique, mettant en jeu son pronostic vital. Madame M, ou tout du moins les photographies des parties brûlées de son corps, sont comme de coutume présentées au staff. Les images défilent, sans autre information sur cette femme. Je suppose simplement, grâce à la couleur de sa peau, qu'elle est d'origine africaine. Ce sont bien les seuls éléments que je peux imaginer, car sinon ces images me sidèrent davantage qu'elles ne me permettent une activité fantasmatique, parce qu'elles mettent en scène un corps mutilé et m'exposent à la douleur qu'il a dû subir durant le terrible face-à-face avec les flammes. Je ressens cette douleur dans mon propre corps plus que je ne peux la penser. Sensation que je cherche du reste plutôt à fuir. Je constate à ce moment-là que la présentation par les photographies ne permet pas d'entendre la dimension de la douleur qui semble totalement évincée dans les discussions que partagent les soignants à propos de cette patiente. Puis survient une photographie de son visage. Il a été épargné par les brûlures, mais néanmoins montré envahi du dispositif d'intubation. Elle a la bouche ouverte, les yeux fermés. Au moment où le visage de Madame M apparaît, je constate que chaque soignant s'accommode de ses propres mécanismes de défense. Humour, évitement, dérision. Et finalement, contrairement aux autres images, celle-ci disparaît très rapidement de l'immense écran. L'on peut demander s'il n'y a pas quelque chose d'insoutenable pour les soignants à relier ce corps à quelqu'un, c'est-à-dire à le penser dans ses dimensions subjectives. Alors, face à la violence que suscitent ces images, mieux vaudrait-il en effet ne pas investir quoi que ce soit. Comment expliquer ces effets de défiguration de notre fonction de clinicien qui nous traversent régulièrement dans ces services ? Comment concilier le mouvement de désinvestissement du ou des patients qu'il provoque avec les exigences de faire notre métier et notre travail auprès d'eux et de l'équipe ? Faut-il les ignorer, attendre que ça passe ou tenter d'en faire quelque chose ? Et si en faire quelque chose, du coup, nous renseigner sur les modalités si spécifiques de la rencontre clinique avec eux et donc de notre propre visage de clinicien dans ces lieux. Être exposé à de telles images nous a par exemple tout d'abord fait penser à ce que provoque l'échographie pour les parents qui la regardent selon Michel Soulet. Une interruption volontaire du fantasme, dit-il. En effet, Sabrina a précisé lors de nos discussions que l'arrivée de certains patients était annoncée en amont de leur présence effective dans le service, avec force détails au sujet des circonstances de leur accident. C'est souvent le cas à l'hôpital. Le patient est annoncé avec son cortège de mots autour du diagnostic, du pronostic, de la prise en charge antérieure ou à venir. Une inévitable activité fantasmatique naît de ces transmissions, comme on dit, et les membres de l'équipe produisent une série de représentations imaginaires du dit patient. Or, ici, celle-ci s'arrête brusquement pour Sabrina lors de la confrontation avec les images présentées au staff. Mais alors, quel fantasme disparaît face à ces images d'un corps meurtri ? Est-ce déjà un fantasme ou plutôt
quelque chose de nous-mêmes, en écho à ce qui disparaît aussi chez ces patients à ce moment-là. Nous soutiendrons que l'écrasement de la dimension psychique par la problématique somatique du patient provoque un éclatement de son unité somatopsychique qui frappe alors toute pensée d'un corps habité par un sujet, pour reprendre un terme winnicottien. Cet éclatement n'est autre que le signe de la désintrication du corps somatique au corps érogène, qui seul en permet la représentation dans la pensée. Pas de pensée sans ce corps, sans ce processus d'organisation de son érogénéité. En reliant cette association au débordement psychique que provoquaient les assauts d'éprouvés sensoriels que Sabrina ressentait, il nous est apparu que nous pouvions faire appel au concept de refoulement organique comme processus qui organise la pensée du corps et ses liens au sujet qui l'habite. Sans cela, l'appréhension du patient en tant que sujet est difficile, rendant la rencontre clinique compliquée, voire impossible, tout simplement parce qu'elle est chargée d'expériences de déplaisir. Autrement dit, l'éclatement du corps du patient provoquerait une forme de désintrication du nôtre, brouillant nos propres processus d'érogénéisation. Le clinicien serait donc, lui aussi, tout à coup exposé à la menace de cette désintrication par la levée du refoulement organique qui désorganise la pensée et met en péril par conséquent la possibilité même de constituer le corps d'une rencontre possible. La puissance des éprouvés olfactifs que j'évoquais précédemment vient se constituer témoin. Alors que pour Freud, l'odorat paraît comme le paradigme du refoulement, il l'évoque dans sa lettre à Fliss, je vais citer, « De même que nous détournons avec dégoût notre organe sensoriel, tête et nez, devant les objets puants, de même le préconscient, et notre compréhension consciente se détourne du souvenir. C'est là qu'on nomme refoulement. » C'est précisément cet odorat qui atteste en moi de la levée du refoulement, me mettant face à une suractivité sensorielle, me débordant dans mon appareil psychique. Alors je me dis, quel échec, quelle honte pour une psychologue que de ne pouvoir maintenir ce refoulement organique, qui se veut être pourtant le socle psychique important, car organisateur de l'érogénéité du corps. Comment alors se sortir de ce séjour au sein du registre primaire fait d'éprouvés sensoriels ? Et en même temps, est-ce qu'on doit réellement s'en sortir le plus vite possible ? En effet, ce mouvement en moi ne me permettrait-il pas d'approcher celui qui opère chez le patient brûlé, constamment menacé et impuissant face aux immenses quantités d'excitation auxquelles est soumis son corps meurtri ? N'est-ce pas là un point d'appel à une identification primaire ? Par ailleurs, à ce stade-là, je ne suis pas encore clairement intégrée à la prise en charge du patient. Tandis que les équipes médicales et paramédicales prennent rapidement en charge Madame M pour reconstruire sa peau, œuvrant donc à des soins objectivables et à vocation d'efficacité, je dois alors faire face à une double perte du visage de ma fonction de psychologue. D'une part, mon incapacité, encore bien présente, à m'appuyer sur ma propre technicité, à savoir la pensée, mais de plus, je me retrouve à l'écart du corps organique de la patiente par rapport aux soignants qui sont dans la technicité, me rendant alors impuissante et passive. Cette impuissance est même clairement signifiée par les soignants qui se représentent mon travail impossible à démarrer tant que la patiente est inconsciente ou ne parle pas. Seul lot de consolation, durant cette attente, je m'identifie à la patiente. Finalement, nous sommes deux à être dans la passivité face à l'action rapide et efficace du médical. Mais paradoxalement, un travail ne commencerait-il pas ici par le simple fait d'accepter cette position que j'ose qualifier de douloureuse, parce qu'elle me plonge dans une détresse qui semble sans réponse technique possible. Même me déplacer physiquement jusqu'à la patiente m'apparaît encore interdit. Je perds donc proprement les fonctions motrices de mon corps, moi aussi. Me revient à cet instant de nouveau le visage de Madame M, aperçu sur les photos, et du même coup la nécessité de la rencontrer in vivo, comme pour me réparer des effets de ces images qui m'avaient projeté dans des sensations d'éclatement. Quelques jours plus tard, à distance de la première chirurgie, je fais plusieurs passages devant la porte vitrée de la chambre de Madame M, à la quête du bon moment pour entrer dans son espace intime. Durant ces passages furtifs, il m'arrive pourtant d'être confrontée à un vécu d'angoisse, puisque je découvre parfois par la vitre Madame M sans ses bandages, pendant des soins, nue, et donc sans aucune défense, ou alors la bouche grande ouverte, bavant lors de l'intubation.
Lacan parle d'ailleurs de cette angoisse liée à la découverte de ce qu'on n'est pas censé découvrir du corps de l'être humain. Je cite. Il y a là une horrible découverte, celle de la chair qu'on ne voit jamais, le fond des choses, l'envers de la face, du visage, des sécrétas par excellence. La chair dans tout son sort, au plus profond du mystère. La chair en tant qu'elle est informe, que sa forme par soi-même est quelque chose qui provoque l'angoisse. Finalement, un matin, la voyant seule, je me décide enfin à lui rendre visite. Dès mon entrée, je suis accueillie par le bruit sourd de toutes les machines entourant Madame M. Une chaleur suscitant chez moi un état quasi nauséeux. Je prends un moment d'observation avant de saluer Madame M et de me présenter à elle, qui est encore inconsciente et recouverte de volumineux pansements. À ce moment-là, j'éprouve le besoin de lui verbaliser ce que mon propre corps ressent dans sa chambre. Je lui dis par exemple que les machines font beaucoup de bruit, qu'il fait très chaud et qu'à sa place, je me sentirais un peu oppressée dans tous ces pansements. Puis, je m'approche un peu plus d'elle en lui signifiant ma hâte de découvrir son regard et qu'elle puisse me raconter des choses avec ce regard. Faire corps avec le patient, donc. Qu'est-ce que cela traduit psychiquement dans ces situations cliniques ? En deçà de notre capacité à fantasmer, qui désigne déjà un fonctionnement psychique secondarisé, ne serait-ce pas ici une incapacité tout simplement à halluciner le patient dans son unité somatopsychique et par conséquent à pouvoir tisser avec lui la dimension hallucinatoire nécessaire à toute rencontre clinique. Mais dès lors, comment faire et par quoi cela peut-il passer ? Lorsque Sabrina parle d'identification possible, elle le relie à un mouvement survenu justement à la vue du visage de la patiente. Cette image, furtivement évacuée lors de la présentation, la saisit parce qu'elle a suscité en elle un fragile mouvement de plaisir à retrouver quelques traces de son humanité, concomitant aux éprouvés sensoriels désorganisants qu'elle ressentait par ailleurs. Cet éprouvé de plaisir, perçu et agi d'abord dans le corps du clinicien, signerait-il l'ébauche de la reprise de ce processus hallucinatoire, au sens où il n'y a pas encore de représentation de mots, processus donc relevant plutôt du registre préconscient. Mais cela indique surtout, à notre sens, un travail psychique naissant propre au registre du narcissisme primaire. Or, nous savons que celui-ci s'appuie sur un processus d'identification narcissique soutenant les prémices mêmes de l'activité de pensée, en ce qu'il est le processus de base à l'identification du moi du clinicien, ici, et moteur de tout investissement ultérieur, ô combien précieux dans ces circonstances. Voilà donc par où pourrait recommencer le visage du clinicien. Situer l'activité clinique dans ce registre permet également d'expliquer ce mouvement qui montre le clinicien en capacité de ressentir avec son propre corps les éprouvés sensoriels d'un autre, de la patiente en l'occurrence, et de les traduire par une formulation en deçà de la distinction sujet-objet, comme on l'a entendu dans les toutes dernières phrases de Sabrina. L'hallucinatoire et le registre du processus primaire à ce stade situent donc le clinicien comme assurant une fonction du self du patient. Le partage des éprouvés sensoriels de la patiente se fait ainsi dans le corps même du clinicien et contribue dès lors largement à les reconnaître comme moins étrangers à lui-même, l'invitant à mieux travailler avec. Par cette opération, il y aurait eu un saut du quantitatif au qualitatif dans le fonctionnement psychique du clinicien, autorisant par conséquent la relation thérapeutique et donc le clinicien à entrer dans la chambre. Il m'est en effet possible d'imaginer que Madame M utilise son corps pour me faire entendre ce qui est non dissible. Parfois des mouvements, peut-être automatiques comme diraient les somaticiens, s'emparent de son corps. Je me saisis alors d'une main qui bouge, des yeux qui tentent de s'ouvrir. Parfois elle mord sa sonde ou hoche de la tête énergiquement pour y mettre un sens. Je les reçois également par mes propres sens, mon corps. Freud nous dit, quand quelqu'un parle, il fait plus clair. Et dans un contexte réanimatoire, il faut redoubler de créativité pour entendre où se situerait la parole de ce quelqu'un. Dans les premières rencontres avec Madame M, le langage, avec les mots, est le grand absent. Mais son corps me parle, me semble-t-il, et poussé par cette vague hallucinatoire, j'ajouterais même me parle. Ce moment clinique vient résonner en moi comme une sorte de fonction alpha, pour se référer à Bion, à condition évidemment d'ajustement lié à la spécificité de la clinique des Grands Brûlés. Car ce moment m'apparaît comme une digestion à deux, mais sur le versant sensoriel et donc corporel.
Ainsi, c'est comme si je prêtais à Madame M mon appareil à penser, mais un appareil à penser encore très proche d'un fonctionnement primaire, déterminant ce qui relève du plaisir et du déplaisir pour nous, elle et moi. Les mots qui me viennent sont succincts, mais précieux, témoins attestant du fait que la relation fait sens pour moi. À cet instant-là, je commence à retrouver progressivement mes outils de clinicienne, mais ma position d'exclusion vis-à-vis des soignants subsiste, puisque tout ce travail dans lequel je me lance avec Madame M, qui ne parle pas encore, relève d'une expérience non objectivable, emplie d'impressions, d'intuitions, d'éprouvés contre-transférentiels, et donc difficilement communicable, voire disciple. Tel est le difficile statut d'un travail qui repose sur des processus hallucinatoires. D'ailleurs, l'infirmière de la patiente est fortement intriguée à ma 3e visite, me faisant la remarque suivante. « Mais je pense que tu dois attendre qu'elle se réveille, car là, sans la parole, tu ne peux pas travailler. Je me demande ce que tu lui dis à chaque fois, ce que tu fais. » Cette infirmière vient précisément pointer toute la difficulté pour les équipes de soignants à saisir ce travail invisible que nous faisons au chevet du patient endormi, dans cet univers des soins techniques. Comment rendre audible ce qui relève du registre préconscient et surtout du sensoriel ? Quand bien même cela serait-il possible, parions alors que l'approche du psychologue paraîtrait au mieux mystérieuse, au pire suspecte, comme en témoigne cette phrase. C'est seulement lorsque le patient se réveille que le psychologue commence à être investi par les équipes, comme si sa mission débutait seulement là. Nous sommes demandés si cette représentation du travail du psychologue, de la part des soignants, ne provenait pas de leur propre angoisse face au risque de se retrouver confrontés au sujet qui habite ce corps métamorphosé. Autrement dit, cette représentation de notre fonction viendrait répondre à leur besoin d'aide pour affronter ce regard blessé en quête de sens face à sa propre défiguration. De fait, maintenant que Madame M ouvre les yeux, ce regard expose les soignants à ses dimensions subjectives ainsi qu'à l'expression de ses affects. Ici, Sabrina a rapporté des moments de larmes et de terreur lorsque Madame M a pu percevoir son état somatique. Le travail du clinicien ne relèverait-il pas alors, concernant sa fonction dans l'équipe, à tenir bon la barre de cette intrication somatopsychique qu'il incarnerait par sa présence corporelle auprès du patient ? Prêtant son corps à la relation qui peut se tisser, ne proposerait-il pas également une enveloppe faisant office de par-excitation à tous les éprouvés, cette fois émotionnels, que suscite l'émergence chez les soignants de ces dimensions subjectives, lesquelles sont toujours vécues évidemment comme bien encombrantes dans la relation de soins. Donc revenons à Madame M qui a à présent les yeux ouverts. Elle peut donc apercevoir tout ce qui l'entoure, comme prisonnière dans ce corps effracté, bien verrouillé par les bandages et l'appareillage médical dont elle vient de découvrir l'ampleur. Souvent, le regard du patient, premier sens auquel il peut se raccrocher, le transcrit bien. À cet égard, Fedida nous dit que le danger intensément éprouvé fait de l'organe de la vue le lieu de l'angoisse. Qui plus est, l'intubation renforce ce vécu, puisque Madame M ne peut toujours pas parler, chuchoter ou encore crier sa détresse. Il semble qu'à son réveil, elle se sente complètement désorganisée, meurtrie. Ses trouvailles ou retrouvailles avec elle-même étant alors particulièrement inquiétantes parce qu'engendrant un vécu de dépersonnalisation. On pourra dire alors que le patient venant de se réveiller se situe, donc pour reprendre l'expression de Musan, dans un lieu paraphrénique, un lieu où il se rapproche de son double, un lui-même archaïque, par le biais de l'expérience de dépersonnalisation. Dans la capacité de parler du côté de la patiente, ces éléments sont projetés de façon brute, sans représentation de mots, sur les soignants et dans la relation de soins tout entière, générant donc de l'inquiétude du côté des soignants. Ici, l'expression écorchée vive prend alors tout son sens. En effet, chez les patients brûlés, le mot apo, donc qu'a décrit Anzieux, perd son étayage somatique fondamental et par conséquent ses fonctions de excitation et contenance des stimuli et des affects douloureux. Ainsi, ces derniers vont s'exprimer vivement et bruyamment, sans métabolisation possible pouvant les amortir. Si le chirurgien va devoir greffer de la peau pour restaurer la barrière cutanée du patient brûlé, il incombera au psychologue de greffer une peau psychique qui pourra l'aider à restaurer les fonctions évoquées. Toutes les tentatives préliminaires d'entrer subjectivement en relation avec cette patiente, notamment via son visage,
bien qu'invisibles pour les soignants, parce que passant par le partage d'éprouvés sensoriels, prennent pourtant sens ici pour moi. Je viens revoir Madame M quelques jours après son réveil, et c'est ainsi que par ce mouvement que j'ai entamé, donc moi depuis un moment déjà, est enfin identifiable par les soignants, inquiets pour cette patiente, et donc on demande que j'intervienne auprès d'elle, réactivant alors ma fonction à leurs yeux. Pour autant, la séquence qui suit montre l'ambivalence subsistant des soignants à l'égard de notre fonction. Ambivalence qui nous demanderait de pouvoir être bien à l'aise dans une difficile danse, une danse qui consiste en notre habileté à passer de processus primaires avec les patients au processus secondaire avec les soignants. L'équipe me dit qu'elle s'oppose aux soins, qu'elle s'agite, beaucoup entre deux crises de larmes, qu'elle tente de s'extuber pour parler, mais étant encore très fragile sur le plan respiratoire, l'intubation doit se prolonger. Dès mon entrée dans sa chambre, Madame M me regarde, et elle maintiendra ce regard tout au long de ma visite. Je me représente en lui expliquant que je suis venue la voir plusieurs fois lorsqu'elle dormait. Elle hoche la tête. Puis-je y oser entendre un oui, je me souviens. Puis je lui demande si elle est d'accord pour que je vienne la voir régulièrement au long de son hospitalisation pour pouvoir l'aider à surmonter ce terrible accident. À ce moment-là, elle hoche la tête énergiquement, comme pour me dire oui. Puis des sonnettes se déclenchent. L'infirmière fait alors irruption afin de vérifier les constantes de la patiente. Puis la soignante se tourne vers moi en me disant « Dis donc, tu la rends émotive ». Appuie sur les machines et quitte la chambre. Madame M augmente régulièrement son rythme cardiaque lorsqu'une personne est présente à ses côtés. Quelques jours, un autre épisode similaire adviendra, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le développer. En tout cas, cet enchaînement montre bien un positionnement soumis à de constantes injonctions paradoxales pour nous cliniciens. Je dois être là auprès de Madame M, puisqu'elle a enfin formulé la demande par le biais de son corps, mais dans un autre mouvement, la remarque de la soignante me remet au dehors, et j'ai l'impression d'entraver les soins et la stabilité somatique de la patiente. Pour le psychologue, l'émotion représente un socle de travail important, mais comment le considérer seulement comme tel lorsque cela influe sur les constantes vitales du patient ? Je me retrouve donc attaquée dans mon fantasme d'influer positivement sur la patiente, mais assignée à la pensée magique que ma simple présence pourrait aussi lui donner la mort. Donc on n'a plus beaucoup de temps, donc je voulais juste revenir sur cette petite vignette clinique là que Sabrina vient de dire, et de dire que pendant très longtemps, même lorsque le patient peut reparler, ces deux registres très différents, du sensoriel et du plus élaboré, vont coexister, et surtout qu'il nous faut vraiment tenir compte du fait que les interventions auprès des patients doivent s'opérer par toute petite quantité, au risque de provoquer un débordement psychique et aussi une désorganisation somatique, et qu'on est souvent pointé du doigt un petit peu. On va arriver à la conclusion. On conclut, oui. Alors, pour conclure, le cas de Madame M montre combien les chemins qu'emprunte la relation thérapeutique avec les patients gravement brûlés sont bien éloignés des schémas classiques. Le champ du sensoriel paraît constituer un véritable fil rouge solide, malgré la potentialité désorganisante qui constitue lors des premières rencontres avec le patient. Pour le clinicien, il n'est pas facile d'entrer dans cette danse puisque notre formation, si tant est qu'on s'éloigne de la clinique du bébé, nous pousse au contraire à un certain dénigrement de ses éprouvés, en faveur d'un surinvestissement des représentations. Et surtout, parce qu'il menace nos assises narcissiques et identitaires. De fait, la prendre en compte demande aux cliniciens de se départir encore un peu plus de ces outils idéaux et l'expose à un fort vacillement de son identité professionnelle. Pour y parvenir, il semble donc insuffisant maintenant de penser la sensorialité uniquement en tant que défense contre le lien et l'angoisse catastrophique qu'elle peut engendrer. Elle constitue, à notre sens, au contraire, l'un des plus pertinents outils de l'intelligence du corps au travail. Nous validerons cette démonstration avec les propos de Christophe Dejour qui défend la même ligne. Il dit « Contrairement à ce que suppose le sens commun, le travail intellectuel ne se réduit pas à une cognition pure. L'habileté, la virtuosité et la sensibilité technique passent par le corps, se capitalisent et se mémorisent dans le corps et se déploient à partir du corps.
Le corps tout entier, et non le seul cerveau, est donc le siège de l'intelligence et de notre habileté au travail. Autrement dit, et sans mauvais jeu de mots somatique, ces patients à l'hôpital ne sont pas que des plaies. Ils sont une occasion inouïe pour nous de saisir que ce serait avant tout le corps du clinicien qui ferait à leur visage tout entier dans la rencontre clinique. Travailler dans ces services nous doterait d'un fort potentiel en termes de positionnement clinique, dont on peut penser qu'il dépasse évidemment les murs de l'hôpital. Merci.